Les ruelles de Montvert étaient plus froides la nuit, surtout quand l'automne s'installait pour tuer l'été à petit feu. Sous une pluie fine, un jeune homme boitait légèrement, ses vêtements détrempés collant à sa peau comme un rappel brutal de sa condition. Il s'appelait Nathan Valbray. Et cette nuit-là, il n'avait plus rien, sauf un vieux sac de sport contenant des papiers froissés, quelques vêtements sales, et un carnet noir rempli de croquis. Il avait faim, froid, mal à la jambe, et son téléphone, éteint depuis 3 jours, ne lui servirait plus à rien, même s'il avait voulu appeler quelqu'un. Mais qui? Sa mère était morte depuis longtemps. Son père, parti avant sa naissance, et ses anciens amis avaient disparu dès que la faillite de son projet entrepreneurial avait éclaté dans les médias locaux. Il s'effondra sur un banc mouillé, la tête penchée, le souffle court. Des pensées noires le frôlaient. Il se demandait, pas pour la première fois, si la vie avait encore une valeur quelconque. Et puis une voix. « Tu comptes mourir là ou juste fondre en flaques ?» Il leva les yeux. Une silhouette féminine se tenait à l'abri sous un parapluie noir, à quelques pas de lui. Elle était habillée simplement. Un long manteau beige, un jean, des bottes trempées, et des yeux, d'un vert tranchant comme la feuille d'un couteau. « Je t'ai vu passer devant mon local 3 fois ce soir. Tu cherches un endroit où dormir. Tu veux que je te pose la question en 4 langues. Je ne veux pas déranger. » Trop tard. Elle se retourna et commença à marcher. « Tu viens ? Ou je laisse les rats discuter avec toi ?» Il la suivit. Elle s'appelait Inaya et vivait dans un petit studio situé au-dessus d'un ancien atelier de reliure. Son appartement était étrangement propre, presque clinique, et les murs étaient couverts de tableaux anciens et d'objets exotiques, un masque africain, une horloge russe, une tapisserie orientale. Elle ne parla pas beaucoup. Elle lui laissa une serviette, un bol de soupe chaude, puis elle alluma un vieux tourne-disque qui fit résonner du Nina Simone dans la pièce. Nathan n'osa pas poser de questions. Il mangea en silence, ses mains tremblantes rattrapant la cuillère à chaque fois qu'elle glissait. « T'as un nom ?»« Nathan. Nathan Valbray. »« Inaya, c'est tout ce que tu sauras pour l'instant. » Il hocha la tête. « Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi pas ?» Elle se leva et alla tirer un vieux rideau derrière lequel se trouvait un canapé-lit déjà prêt, comme si elle s'attendait à ce qu'il reste. « Dors. On parlera demain. Si tu me voles pendant la nuit, je te préviens. Je dors avec un couteau sous l'oreiller. » Un sourire. Un avertissement. Il ne sut jamais si c'était une blague ou non. Les semaines passèrent. Nathan, lentement, reprit des forces. Inaya ne posait pas de questions sur son passé, mais elle lui laissait des livres à lire, lui parlait de design, de code, de logique. Elle avait visiblement une formation pointue, mais elle n'en parlait jamais. Un jour, alors qu'il marchait dans les rues de Montvert, elle le regarda et dit « Tu n'es pas juste un paumé, hein? T'as un esprit, un vrai. Tu veux construire quelque chose? Je voulais, avant. Alors recommence. » Elle lui parla alors d'une idée qu'elle avait eue, une plateforme de gestion d'inventaire intelligent pour les petits artisans. Quelque chose de simple, mais automatisé, rapide, intuitif. « Pourquoi tu ne l'as pas lancé toi-même » demanda-t-il. « Parce que ce n'est pas à moi de le faire. Je suis une architecte de l'ombre. J'aide les autres à construire. » Elle le fixa, mais à une condition. Il fronça les sourcils. « Tu me donnes ta parole. Si ça fonctionne, tu ne m'oublies pas. Tu ne fais pas comme tous les autres. » Elle disait cela en le regardant droit dans les yeux. Et il sentit qu'il y avait de la douleur là-dedans, de la trahison, quelque chose qu'elle ne racontait pas. « Je te donne ma parole, Inaya. Je ne te trahirai jamais. » Ils travaillèrent, jour et nuit. Inaya s'occupait du code, du design, de l'architecture. Nathan s'occupait du pitch, des partenariats, des investisseurs. Ils formaient une équipe étrange mais efficace. 3 mois plus tard, une première version de la plateforme, qu'ils appelèrent Nodea, vit le jour. En moins de 6 mois, elle comptait déjà 20 000 utilisateurs. Puis vint le bouche à oreille, les articles, les prix.
Un premier fonds d'investissement entra dans la boucle. Nathan devint l'image de Nodea, le fondateur, le génie, le survivant. Inaya restait dans l'ombre, volontairement. Elle refusait de paraître, pas même une photo. Je n'ai jamais été intéressé par la lumière. Mais souviens-toi, sans les fondations, le phare ne tient pas. Elle souriait quand elle disait ça. Mais ce sourire cachait quelque chose. Ils s'embrassèrent pour la première fois, le jour où Nodea signa son premier contrat à 7 chiffres. Pas dans un restaurant chic, pas dans un avion privé, mais dans la petite cuisine, entre 2 pizzas surgelées et une bouteille de vin bon marché. On a réussi. Non, murmura-t-elle. Toi, tu as réussi. Moi, je vais disparaître maintenant. Il fronça les sourcils, mais elle leva la main. Ne t'inquiète pas. Je veux juste que tu continues, que tu t'élèves. Mais n'oublie jamais d'où tu viens. Il lui promit encore une fois. Il lui dit qu'il l'aimerait toujours, qu'elle serait toujours la moitié de son cœur. Elle l'embrassa. Et cette nuit-là, ils gravèrent un pacte dans un carnet. Si un jour l'un de nous oublie l'autre, que la vie le lui rappelle. Mais les choses changent. Toujours. Le succès de Nodea fut fulgurant. Les médias s'arrachèrent Nathan. Il devint une figure montante de la tech, une référence. On l'invita à des galas. On lui proposa des deals à millions. Et dans tout ça, Inaya devint une ombre. Elle refusa une place au conseil d'administration. Elle refusa les titres. Elle voulait juste garder un rôle de consultante technique dans l'arrière-boutique. Mais un jour, Nathan ne rentra pas à leur appartement. Puis 2 jours. Puis une semaine. Il avait déménagé, à l'hôtel Grand Édon. Il ne répondait plus à ses messages. Et quand elle réussit à lui parler, il fut froid. « J'ai besoin d'espace. Ce n'est pas toi, c'est moi. » Elle comprit alors que quelque chose, ou quelqu'un, l'avait happée. Et quand elle vit les photos dans les journaux, lui, au bras d'une actrice aux yeux perçants, la bouche ourlée d'un sourire de venin, elle sut. Le pacte avait été brisé. Inaya ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle ne jeta pas les objets contre les murs. Elle se contenta de refermer doucement le carnet noir, celui où le pacte avait été gravé à l'encre éternelle. Elle relut la phrase qu'ils avaient écrite ensemble. « Si un jour l'un de nous oublie l'autre, que la vie le lui rappelle. » Elle murmura doucement, comme une promesse. « La vie va te rappeler, Nathan. Elle va te rappeler avec la lenteur des épines. » Puis elle éteignit son téléphone, retira son nom de tous les fichiers, de tous les accès internes à Nodea, et disparut. Nathan, de son côté, nageait dans les eaux calmes de l'illusion. Tout lui souriait. Les contrats tombaient comme la pluie, les investisseurs s'alignaient, et Evelyne, sa nouvelle compagne, lui offrait ce qu'il croyait être la vie idéale. Luxe, reconnaissance, beauté. Evelyne était fascinante. Fille d'un magnate de l'immobilier, diplômée d'Oxford, influenceuse calculée, elle avait flairé en Nathan plus qu'un homme, une rampe de lancement. « Tu sais, tu ressembles à Steve Jobs quand tu parles, » lui disait-elle en jouant avec ses cheveux, dans des suites d'hôtels hors de prix. « Tu penses ? Non. Toi, tu peux être encore plus grand. Mais il faut que tu laisses le passé derrière. » Elle avait vu Inaya dans les photos floues du passé. Elle l'avait effacée d'un revers de main, d'un sourire, d'un mot. Et Nathan avait obéi. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Inaya, en silence, veillait. Elle n'avait jamais demandé sa part, jamais exigé de reconnaissance. Mais elle détenait les clés du code source, les documents d'origine, les brevets initiaux, les preuves de son rôle. Et plus que tout, elle détenait la vérité. Un jour, elle reçut une lettre, signée d'un nom qu'elle n'avait pas vu depuis 10 ans. Samuel Sérac, ancien mentor et avocat d'affaires de son père. L'homme connaissait ses secrets, et ceux du monde des puissants. Le mot était simple. « Tu veux qu'il tombe ? J'ai une idée. » Pendant ce temps, la relation de Nathan et Evelyne commençait à s'effriter. Elle exigeait plus. Il travaillait moins.
Elle voulait des soirées, il avait des réunions. Elle voulait de l'attention, il voulait de l'adoration. Leur complicité se transforma en compétition. Elle commença à contrôler les accès. Elle fouillait ses dossiers, ses mails, ses comptes. Elle découvrit le nom Inaya à plusieurs reprises. Dans d'anciens échanges, dans des contrats jamais signés, dans des photos oubliées dans son cloud. Elle devint jalouse. Dis-moi la vérité, qui est-elle? Personne. Elle était là au début, c'est tout. Mais une femme comme Evelyne ne se contentait pas de « c'était avant ». Elle lança des recherches, elle contacta des journalistes, elle proposa de l'argent à d'anciens collègues. Et ce qu'elle découvrit changea tout. Le 17 novembre, un article parut dans un site confidentiel, réservé aux insiders de la tech. NoDEA, l'invisible fondatrice. Qui est la femme derrière l'Empire? Inaya n'y avait pas contribué. Pas directement. Mais certains éléments avaient fuité. Des captures d'écran de fichiers signés, des dépôts de codes horodatés, des vidéos d'anciens live coding. Les réactions ne tardèrent pas. Attends, c'est elle qui a conçu le système de synchronisation de NoDEA? Pourquoi personne ne la connaît? Et pourquoi son nom n'apparaît nulle part? La pression monta. Des journalistes commencèrent à creuser. Des investisseurs demandèrent des comptes. Evelyne, furieuse, confronta Nathan. Tu ne m'avais pas dit qu'elle avait tout fait. Elle n'a rien fait sans moi. J'ai porté l'entreprise. Elle t'a créé, Nathan. Et maintenant, elle te regarde tomber. Samuel Sérac avait un plan. Il invita Nathan à une conférence privée à Genève. Un événement discret, où les plus grandes fortunes de la tech se retrouvaient hors des projecteurs. Nathan y vit une opportunité de redorer son image. Mais lorsqu'il arriva, il comprit que ce n'était pas une conférence. C'était un tribunal silencieux. Dans une salle sobre, entourée d'investisseurs, d'avocats et de journalistes invités sous clause d'embargo, on lui présenta une pile de documents, preuves de transferts occultes, suppression volontaire d'un coauteur dans les dépôts de brevets, falsification de signatures, enregistrement d'échanges avec Inaya, où il promettait de la reconnaître. Et puis, la voix, douce, tranchante, implacable. « Bonjour, Nathan. » Il se retourna. Elle était là, debout. Inaya, silhouette sobre. Ce fut une onde de choc. Le conseil de direction de NoDEA exigea une révision complète des statuts. Les avocats ouvrirent une enquête sur les responsabilités. Le public se divisa. Les hashtags envahirent les réseaux. Justice pour Inaya. NoDEA Gate. Founders Erased. Nathan, pour la première fois depuis des années, ne sut quoi dire. Il tenta de nier, puis de minimiser, puis de se justifier, mais rien ne suffisait. L'humiliation était trop profonde, les preuves trop nombreuses. Evelyne, elle, l'abandonna en un message sec. « Je suis avec des gens honnêtes maintenant. Bonne chance. » Inaya ne demanda pas d'argent. Elle ne demanda pas de siège. Elle demanda une seule chose. Que mon nom soit écrit là où il aurait toujours dû être. Et elle ajouta dans un dernier regard à Nathan. « Tu m'as oublié, mais moi, je me suis rappelé. Et je suis redevenue ce que j'étais avant toi. Une femme libre. » Après le scandale, Nathan Valbray disparut de la scène publique. Pendant plusieurs semaines, il refusa interviews, conférences, appels. Son visage, autrefois emblématique de l'innovation française, n'était plus qu'un masque figé sur les chaînes d'infos. On lui prêtait des intentions douteuses. Certains anciens associés parlaient de manipulation. D'autres, les plus rancuniers, y voyaient une forme de justice karmique. Mais plus que le monde extérieur, c'était le silence intérieur qui rongeait Nathan. La nuit, il revoyait Inaya. Sa voix, sa patience, ses mains tachées d'encre à force de coder, et ce sourire discret qu'elle portait lorsqu'ils parlaient de futur, autour d'un café froid. Tout cela avait disparu. Et plus il repensait à elle, plus il comprenait qu'il n'avait pas seulement perdu une partenaire ou une femme. Il avait perdu son axe. NoDEA ne s'effondra pas, mais elle changea de visage. Sous pression, les actionnaires imposèrent une restructuration. Le PDG fut remplacé.
Le conseil fut purgé. Et Inaya fut nommée, à contre-cœur, cofondatrice reconnue, bien qu'elle ait refusé de siéger officiellement. Elle déclara dans un communiqué « Je n'ai jamais voulu le pouvoir. Je voulais juste que la vérité soit dite. Le reste ne m'intéresse pas. » Elle s'installa à Lisbonne, ouvrit un petit atelier, reprit sa passion pour l'artisanat numérique. Elle organisait des workshops, formait de jeunes femmes dans la tech, et refusait catégoriquement toute apparition publique. Elle était libre. Enfin. Pendant ce temps, Nathan, reclus dans une maison vide en Bretagne, essayait de comprendre ce qui l'avait poussé à trahir. Il relisait les anciens mails, les échanges de codes, les blagues en bas des comics GitHub, les notes griffonnées sur les marges du cahier noir. Et puis un jour, il tomba sur une vidéo enregistrée par accident. Elle datait d'une nuit d'orage, dans leur premier appartement. On l'y voyait, lui, dormant sur le canapé, et Inaya qui parlait à voix basse à la caméra sans savoir qu'elle était allumée. Il ne le voit pas encore. Il ne sait pas qu'il est en train de naître. Moi je le vois. Il grandit. Un jour, il sera grand, et il me regardera peut-être comme un fardeau. Mais aujourd'hui, je suis juste la bougie qui le guide dans l'obscurité. Il coupa la vidéo. En larmes. Evelyne, de son côté, ne s'en sortit pas si bien qu'elle l'avait espéré. Sa tentative de se repositionner comme victime du génie manipulateur ne prit pas. Des vidéos d'elle insultant le personnel de Nodea filtrèrent. Son comportement tyrannique fut exposé. Les marques de luxe l'abandonnèrent. Ses sponsors aussi. Et quand elle tenta de contacter Nathan, il ne répondit pas. Pas par vengeance, mais parce qu'elle ne lui inspirait plus rien, ni haine, ni colère, juste du vide. Un matin, alors que la pluie fouettait les vitres de sa maison bretonne, Nathan trouva une enveloppe dans sa boîte aux lettres. Aucun timbre, aucun cachet. Juste un papier épais, noir, portant un seul mot en lettres argentées. Souviens-toi. À l'intérieur, une simple feuille. Sur cette feuille, un seul paragraphe manuscrit, à l'encre bleue. Je ne t'ai jamais haï, même quand tu m'as oublié, même quand tu as souillé le pacte. Je n'attends plus rien de toi, mais je voulais que tu saches que le feu que tu as allumé, il brûle encore, pas en moi, en toi. C'est à toi de savoir si tu veux l'éteindre ou l'embrasser. Inaya. Ce soir-là, Nathan fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Il se leva. Il alluma son ordinateur. Et il ouvrit un dossier. Un ancien projet qu'il avait commencé avec Inaya, à l'époque. Une application sociale pour connecter les gens sans algorithme, sans publicité, sans addiction. Un projet qu'ils avaient appelé Karma, mais qu'ils avaient abandonné par manque de financement. Nathan se remit à coder, pas pour briller, pas pour plaire, mais pour redevenir celui qu'il avait été quand il dormait sur un canapé, un bol de soupe entre les mains et une lumière dans le cœur. Il lui fallut 3 mois pour créer un prototype fonctionnel, puis 2 semaines pour retrouver sa trace. Elle vivait à Lisbonne, dans un quartier bohème, près de l'Alfama. Il arriva devant son atelier un matin d'avril. Le vent portait l'odeur du sel et des fleurs d'oranger. Il resta là, devant la vitrine. À l'intérieur, Inaya riait avec 2 jeunes stagiaires. Elle avait l'air en paix. Et soudain, il n'eut plus la force d'entrer. Il sortit une enveloppe. Il glissa une clé USB et un mot. « Je n'attends rien. Je veux juste que tu vois ce que j'ai appris. Karma. Il est né de toi. Tu n'as jamais été une ombre. Tu étais la lumière. Nathan. » Il déposa l'enveloppe sur le pas de la porte et repartit. Elle retrouva l'enveloppe en ouvrant la boutique. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Mais le soir venu, elle la prit. Elle lut. Elle visionna. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit en pensant à lui. La nuit était tombée sur Lisbonne. Inaya ferma lentement la porte de son atelier, tenant l'enveloppe noire dans sa main. Elle avait hésité avant de l'ouvrir. Elle savait que chaque mot de Nathan pouvait rouvrir des plaies qu'elle avait mis des mois à refermer. Mais quand elle lut son mot,
Elle sentit que quelque chose avait changé. Pas dans ses mots, pas dans son ton, dans son silence. Il n'y avait pas de « pardonne-moi », pas de « reprends-moi », seulement un partage, un geste simple, une offrande. Et dans ce geste, il y avait un feu. Le feu de celui qui ne veut plus briller, mais éclairer. Elle lança la clé USB sur son ordinateur personnel, dans son salon. L'application s'ouvrit. Une interface épurée, sans publicité, sans faux semblants. Karma était un réseau humain, pas un réseau social. Pas de photos retouchées, pas de likes, juste des témoignages, des parcours, des émotions, des connexions entre anonymes, fondées sur la vulnérabilité, la sincérité et le don. Elle lut un témoignage, puis un autre, puis encore un. Et au milieu de ces textes, elle reconnut celui de Nathan. J'ai perdu ma lumière en croyant que je devenais un phare, mais la lumière venait d'elle. J'étais juste le reflet. Aujourd'hui, je ne veux plus de trône. Je veux mériter le droit de lui tendre la main, même si elle ne la prend jamais. Les larmes montèrent, pas des larmes de douleur, des larmes d'éveil. Elle prit son carnet noir, celui qu'elle n'avait pas ouvert depuis l'audience à Genève, et écrivit pour la première fois depuis des mois. Tu as failli me perdre pour toujours. Mais tu as retrouvé ce que j'aimais en toi, ta foi. Pas en toi, en ce qu'on peut construire ensemble. Ne crois pas que je t'ai pardonné, mais je ne veux plus te haïr. Je veux voir ce que tu es capable de faire sans le masque. Elle ne signa pas. Elle déposa le mot sur sa porte, un matin, juste avant l'ouverture. Et elle partit faire un tour en bord de mer. Ce qu'Inaya ignorait encore, c'est que le destin, toujours joueur, n'avait pas fini de révéler ses cartes. À Paris, Clémence, une ancienne avocate qui avait travaillé sur les brevets de Nodea, venait de contacter Samuel Sérac. Elle détenait une information classée, confidentielle, depuis des années. Un document de filiation, un testament, un acte de propriété. Et le nom qui y figurait liait Nathan à l'ancien mentor d'Inaya. Nathan était, par adoption cachée, l'héritier d'une fortune industrielle endormie, que son père adoptif, disparu peu après leur séparation, avait choisi de ne jamais lui révéler, craignant que le pouvoir corrompe un esprit encore trop jeune. Samuel reçut les documents, les lut, puis se leva, son regard fixé au loin. Ils étaient liés bien avant de se rencontrer, et ils ne le savaient même pas. Un mois passa. Puis un matin, alors qu'elle donnait un atelier à des jeunes filles issues de milieux modestes, Inaya vit Nathan franchir la porte de son local. Il ne portait pas de costume, pas de montre de luxe, pas d'aura de conquérant, juste un pull gris, un sac en toile et des cernes sous les yeux. Mais ses yeux étaient sincères. Il attendit la fin de l'atelier, assis au fond. Puis, alors que les filles partaient en riant, il s'approcha. « J'ai lu ta lettre. Ce n'était pas une lettre. C'était un miroir. Tu t'y es vu ? Oui, et j'ai pleuré. » Un silence. Elle le regarda longuement. « Tu n'as pas changé, Nathan. Tu es en train de naître. Encore une fois. » Il s'inclina, pas par soumission, mais par respect. « Je n'attends rien. Je suis venu t'écouter. Alors assieds-toi, parce que j'ai beaucoup à dire. » Ils parlèrent, toute la soirée, de leur début, de leur peur, de ce que l'ambition fait aux âmes, de ce que le succès vole à ceux qui n'ont pas appris à dire non. Elle lui dit, « J'étais une orpheline d'un empire. Tu étais un enfant du vide. Ensemble, on a construit une cathédrale, et tu y as mis le feu. » Il répondit, « Mais tu es revenu, et tu m'as laissé voir les cendres. » Elle sourit, « Parce que je crois encore en toi. Mais je ne crois plus au nous d'avant. Alors créons un nous. » De demain, ils ne redevinrent pas amants. Pas tout de suite. Mais ils redevinrent créateurs. Ils travaillèrent à distance sur Karma. Elle à Lisbonne, lui en Bretagne. Ils reconstruisirent un projet basé sur la réparation, la conscience et l'humain. Les premiers mois furent lents, laborieux,
sans éclat. Mais une nuit, alors qu'un orage grondait dehors, Nathan reçut une notification. Karma a franchi les 100 000 utilisateurs. Et, sans même s'en rendre compte, il envoya un message à Inaya. « Tu crois que c'est réel cette fois ?» Elle répondit, simplement. « Ce qui est réel, c'est ce qu'on ne veut plus trahir. » Un jour, à Paris, ils furent invités à un sommet sur l'innovation éthique. La salle était pleine. Les projecteurs braqués sur eux. Inaya, pour la première fois, prit la parole publiquement. « Je ne suis pas là pour inspirer. Je suis là pour rappeler que l'innovation n'a de valeur que si elle s'ancre dans la mémoire de ceux qui ont souffert pour qu'elle existe. » Et elle tendit la main à Nathan. Il s'avança, se plaça à ses côtés. Le monde entier les regardait, mais ils ne regardaient qu'eux-mêmes. Le lendemain du sommet, Inaya et Nathan marchaient côte à côte sur les quais de Seine. C'était la première fois qu'ils se retrouvaient seuls, sans écran entre eux, sans dossier, sans code. Juste le silence. Et leur histoire, encore suspendue comme une partition inachevée. « Tu sais à quoi tu m'as toujours fait penser ?» demanda Inaya. « Dis-moi. » « À une corde tendue, toujours prête à rompre. Et pourtant, chaque fois que tu craques, tu résonnes. » Nathan sourit doucement. « Et toi, tu étais mon ancrage. Mais je t'ai utilisé comme une voile. Je suis parti en oubliant qui tenait la barre. » Elle hocha la tête. « Mais aujourd'hui, je ne veux plus être ni l'ancre ni la voile. Je veux juste être présente. » Le pacte se reformait. Pas dans les mots, dans les silences entre eux. Pendant ce temps, à Genève, Samuel Sérac observait l'évolution de Karma avec un œil bienveillant. Il savait que le plus dur n'était pas la chute, ni la remontée. C'était l'après. Il convoqua Inaya dans son bureau. Elle arriva avec un mélange de curiosité et de méfiance. « Je suppose que ce n'est pas juste pour me féliciter. » « Non, c'est pour te révéler un dernier secret. » Il lui tendit un dossier scellé. Elle hésita, puis l'ouvrit. Ce qu'elle lut fit trembler ses doigts. « C'est une blague, » murmura-t-elle. « Non, ton père connaissait Nathan, bien avant que vous vous rencontriez. Il a signé son adoption à distance, à une époque où il pensait avoir perdu pour toujours. Pourquoi? Parce qu'il avait vu en ce garçon ce qu'il avait vu en toi. Le feu, l'errance. La possibilité d'un héritier sans sang, mais avec la même fin d'absolu. » Elle s'assit, incapable de parler. « Nathan et moi avons été liés avant même de savoir que l'autre existait, » souffla-t-elle. « Et maintenant, vous devez décider si ce lien est un poison ou un tremplin. » Quand elle le retrouva à Lisbonne, quelques jours plus tard, elle ne dit rien tout de suite. Ils étaient dans son atelier. Il réparait une lampe. Elle cousait une toile. Et puis elle dit, presque d'un trait, « Mon père était ton tuteur. Il t'a adopté. » Nathan laissa tomber l'ampoule qu'il tenait. Le verre se brisa. « Quoi ?» Elle lui tendit le dossier. Il lut, en silence. Puis, lentement, il s'assit. « Je n'ai jamais su. » Moi non plus. Jusqu'à cette semaine. Un silence long, chargé. « Tu comprends ce que ça signifie ?» demanda-t-il. « Oui, mais je veux savoir ce que ça signifie pour toi. » Il ferma les yeux. Que même dans mes pires erreurs, il y avait un fil, invisible. Quelqu'un veillait. Et ce quelqu'un, c'était toi, par ton père, par tout ce que tu as été. Elle murmura. « Et pourtant, je ne suis pas ta sœur. Je suis celle que tu as aimée, celle que tu as trahie. » Il s'approcha. « Tu es celle que je choisis. Encore. Et encore. Même si je dois marcher à genoux pour réparer. » Elle le fixa. « Alors marche, mais sache que je ne t'attends pas. Je marche aussi. Et si nos chemins se croisent? Alors peut-être. » L'annonce fit le tour des médias en moins de 2 heures. Karma devient la première plateforme éthique certifiée par l'Union européenne. Les investissements affluèrent. Les grandes ONG soutinrent le projet. Même l'UNESCO demanda une collaboration.
Nathan et Inaya furent invités à une réunion au siège des Nations Unies à Genève. Mais quelque chose clochait. Un groupe anonyme commença à attaquer leur image en ligne. De faux comptes, des rumeurs, des mails falsifiés. Quelqu'un voulait les faire tomber. Quelqu'un qui connaissait le passé. Et au cœur de ces attaques, un nom apparut. Evelyne. Evelyne n'avait pas digéré sa chute. Pire encore, elle n'avait pas accepté qu'on l'oublie. Elle se présenta désormais comme une lanceuse d'alerte. Elle prétendait avoir été manipulée par Nathan et Inaya. Elle prétendait avoir des documents prouvant des détournements de fonds, des arrangements occultes. Elle avait même payé un journaliste indépendant pour publier un dossier noir sur Karma. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Inaya l'avait prévu. Elle avait gardé tous les enregistrements, tous les mails, tous les échanges où Evelyne avait manipulé, menti, ordonné, et elle les avait confiés à Samuel. Le procès eut lieu à huis clos. Evelyne pensait humilier Nathan et Inaya. Mais quand les preuves furent révélées, ce fut elle qui fut réduite au silence. Faux témoignages, documents falsifiés, diffamation à grande échelle. Elle fut condamnée à une amende massive et interdite d'activité dans le domaine numérique pendant 10 ans. Nathan n'assista pas à l'audience. Il resta à Lisbonne. Inaya non plus. Ils n'en avaient plus besoin. Quelques jours plus tard, sur le toit de leur atelier, ils contemplaient les lumières de la ville. Nathan dit « Je t'aime, mais je ne te demande plus de revenir. Je te demande juste de rester. Comme tu veux. » Elle le regarda longuement. « Tu crois encore au pacte ? Je crois que cette fois, ce n'est pas un pacte. C'est une graine. Si on l'arrose, elle pousse. Si on l'oublie, elle meurt. » Elle tendit la main. Il la prit. Le matin était doux sur Lisbonne. Une brise tiède effleurait les rideaux blancs de l'atelier, et la mer, au loin, murmurait contre les pierres comme un ancien poème. Inaya ouvrit les yeux lentement. Nathan dormait encore, assis contre le mur, un carnet entre les mains, la tête penchée. Il écrivait souvent maintenant, pas des lignes de code, des lignes d'âme. Ils ne vivaient pas ensemble, mais leur vie, étrangement, s'était entremêlée sans bruit. Ils passaient parfois une semaine à Paris, parfois une semaine ici, mais quand ils se retrouvaient, le monde s'effaçait. Karma grandissait, lentement, authentiquement, pas comme un empire, comme un arbre. Un jour, Inaya fut invitée à parler lors d'une conférence à New York. Elle hésita longtemps. Elle n'aimait pas les projecteurs. Mais Nathan l'encouragea. « Raconte-leur ce qu'on ne dit jamais. Pas les chiffres, l'envers, l'humain. » Sur scène, elle parla sans notes. « Je ne suis pas ici pour vous inspirer. Je suis ici pour vous rappeler qu'on ne construit pas un avenir sans respecter ceux qui l'ont rêvé dans l'ombre. J'ai été cette ombre, par choix et par oubli. Mais je suis encore là. » Applaudissements. Mais au fond, ce n'était pas pour les applaudissements qu'elle avait parlé. C'était pour reprendre sa voix. Quelques mois plus tard, alors qu'ils travaillaient ensemble dans une petite maison louée près de Porto, Inaya sentit un changement. Une fatigue inhabituelle. Des vertiges. Des silences corporels que seule une femme reconnaît. Un test plus tard. Une main tremblante. Une larme silencieuse. Elle était enceinte. Elle ne dit rien tout de suite. Elle voulait être sûre. Pas biologiquement. Émotionnellement. Mais lorsqu'elle entra dans la pièce, Nathan leva les yeux de son ordinateur. Il la regarda longtemps, comme s'il avait deviné. « Je le sais. Tu... sais quoi ?» Je l'ai senti. Comme on sent que quelque chose pousse sous la terre. Tu es mon sol, Inaya. Et tu portes maintenant plus que moi. Tu portes... demain. Elle s'effondra contre lui. Pas de peur, de confiance. Ils décidèrent de ne rien annoncer. Pas tout de suite, pas au monde, pas même à leurs équipes. Mais ils écrivirent une lettre, une pour leur enfant. Ils la scellèrent dans le carnet noir, le même où leur pacte était né, le même qui avait été le témoin des serments, des brisures,
et maintenant, de la renaissance. Tu n'es pas né d'un conte parfait, tu es né d'une histoire vraie, d'une erreur rachetée, d'un amour appris. Tu n'as pas à être grand, tu n'as qu'à être libre. Ils signèrent ensemble et glissèrent la lettre dans la dernière page du carnet. Un matin, alors qu'ils étaient invités à une émission radio sur l'éthique numérique, une journaliste leur demanda « Votre projet s'appelle Karma. Vous croyez donc au retour des choses ?» Nathan répondit sans hésiter « Je crois que ce que tu fais dans l'ombre revient un jour te saluer, en bien ou en mal. » Inaya ajouta « Et parfois, ce retour prend la forme d'un enfant. » Ils se regardèrent, et pour la première fois, ils ne craignaient plus les regards du monde, parce qu'ils avaient trouvé leur lumière à l'intérieur. Des années plus tard, un garçon courait sur le sable mouillé d'une plage bretonne, tenant une maquette de bateau entre les mains. Au loin, deux adultes le suivaient, un homme et une femme, plus âgés, silencieux, complices. L'enfant s'arrêta, tourna la tête. « Maman, c'est quoi ce carnet noir que tu gardes toujours ?» Inaya sourit. « C'est un pacte. » « C'est quoi un pacte ?» Nathan s'approcha, posa une main sur l'épaule de son fils. « C'est une promesse. Pas celle qu'on fait avec la bouche, celle qu'on fait avec le cœur. Et parfois, c'est la seule chose qui reste debout quand tout s'écroule. » L'enfant réfléchit. Puis, il tendit son bateau à son père. « Alors je te le donne. Et tu me promets de toujours être là, même si je tombe. » Nathan hocha la tête, et, sans un mot, il prit le bateau dans ses mains, comme on tient une promesse. Le carnet noir fut un jour exposé dans un musée à Lisbonne. Juste un objet posé derrière une vitre, avec une simple phrase gravée sur la plaque. « Tout ce que nous avons perdu, nous l'avons retrouvé autrement, en mieux. » Et voilà. Tu viens de suivre Les cendres du serment, une histoire de blessures profondes, de trahison amère, mais surtout de renaissance, d'amour vrai et de pardon sincère. Si tu es encore là, c'est que cette histoire a touché quelque chose en toi. Peut-être une cicatrice, peut-être une vérité que tu connais trop bien, ou simplement l'écho d'un rêve brisé qu'un jour, toi aussi, tu as reconstruit. Merci, du fond du cœur, d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Ton attention, ton temps, ton émotion, c'est tout ce qui compte. Rien n'est plus précieux que ce lien invisible entre celui qui écrit et celui qui ressent. Merci pour ta présence, ton écoute, ton cœur. Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à la partager, à en parler, à en tirer ta propre leçon. Parce qu'au fond, on est tous un peu Nathan. Et parfois, on est tous un peu Inaya. Souviens-toi, ceux qui t'aiment quand tu n'as rien, méritent d'être à tes côtés quand tu as tout. Et surtout, le pardon n'est pas une faiblesse, c'est la forme la plus puissante de liberté. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Avec toute mon humanité, ma sincérité et un soupçon de lumière. Merci infiniment.